Je ne pouvais pas décemment garder les noms, les véritables noms de tous les personnages que je représente dans ce livre, parce que c'est un roman, parce que la vérité est trouble, parce que l'histoire l'est tout autant. Donc il me paraissait évident que si j'imaginais la plupart des scènes et des dialogues, je devais changer les noms. Mais c'est un personnage historique, un personnage qui a existé, dont le nom est connu de tous les amateurs, si j'ose dire, de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier celle de Toulouse. Une véritable héroïne de la Résistance. Et comme j'avais commencé il y a longtemps un travail sur la Résistance, avec mon propre grand-père, il m'a semblé naturel de continuer avec un personnage que je n'avais jamais abordé, c'est-à-dire une femme. Alors justement, Marie-Louise, vous écrivez une vieille fille de plus de 60 ans dont les propos et les déplacements ont pu à un moment paraître louches. Elle a commencé par faire comme la plupart, distribuer des tracts, les passer dans son panier garni de légumes, en tout cas les pauvres légumes qu'on trouvait à l'époque. Et petit à petit, comme elle a intégré un réseau qui était tenu par un Écossais, un officier écossais, puis par un officier agent de renseignement espion belge, et que tous deux ont disparu dans les geôles allemandes, les Anglais ont décidé de lui donner en gérance ce grand réseau, et elle est devenue chef de réseau. Donc, d'où le titre du livre en fait. Ah voilà, c'est le War Office, c'était l'office de renseignement des Anglais sur le sol européen occupé. Et donc ce personnage qui aurait pu raser les murs et avoir sa petite vie tranquille a eu une vie d'espionne comme dans les romans, mais c'est un roman. Alors Françoise Marie-Louise passe du monde de la confection à l'enseignement avant de se lancer dans la résistance. Vous avez raison de rappeler que ce n'est pas uniquement un livre sur la résistance, parce que je fais le portrait d'un Toulouse disparu. Le Toulouse du début du XXe siècle, qui me permet de montrer à quoi ressemblait Toulouse à cette époque. On montre toujours Toulouse sous l'aspect de la ville rose, une ville gaie, une ville adorable où il fait bon vivre, mais on a eu ici des industries, des ouvriers, des prolos qui avaient une vie dure, et en particulier les femmes au début du siècle, dans cette ville qui a eu une spécialisation, une spécialité, le textile, la chemise d'homme, avec des ateliers de confection dans le centre-ville, du côté de la place de la Bourse, où les conditions étaient difficiles, parfois épouvantables, pour des jeunes filles qui venaient de la campagne. Il y avait une sorte d'exode rural de tout Midi-Pyrénées et d'un peu plus loin. Cette confrontation précoce à ce qu'est un monde d'hommes lui a permis de se forger une politique, j'allais dire, un engagement vis-à-vis de la condition féminine. En tout cas, c'est ce que j'imagine et c'est ce que j'ai relevé dans les notes qui n'abondent pas sur elle, mais qui existent dans une littérature sur la résistance. Et elle recommandait à des jeunes femmes de suivre ses traces, si bien qu'elle était directrice d'école, directrice d'atelier de couture, et qu'elle a formé au moins une ou deux générations de jeunes femmes dans cette ville, au métier certes manuel, mais également à ne pas se laisser faire. Une arme à laquelle on ne s'attend pas, c'est sa formation de couturière qui l'a menée des costumes de l'opéra jusqu'au déguisement, et elle-même, elle n'a pas hésité à se grimer. Elle a monté une boutique de colifichets, de fanfreluches, rue de la Pomme, la poupée moderne. Dans les années 30, 20-30, elle s'est occupée de faire des costumes à l'opéra. L'ai-je inventé? Je ne crois pas. Je crois que c'est un fait avéré. Bon, j'ai inventé tout ce qui allait autour, où j'ai récupéré la chair de ce qu'était le théâtre du Capitole à cette époque-là, qui chantait, les opéras qui étaient donnés, comment se comportaient les divas hommes, les divas femmes. Donc elle a eu le goût de cet art du déguisement qu'elle s'est appliqué à elle-même pour passer, comme je le disais, à travers les mailles du filet. Pour terminer, après des mois, des semaines, des mois passés avec Marie-Louise Françoise, qu'est-ce que vous voudriez garder d'elle ? Cette image d'une petite bonne femme déguisée avec un chapeau à plumes, de fanfreluche, en train de se trimballer dans la ville avec de jeunes aviateurs anglais, américains, belges, quelques Australiens aussi, et la voir dans la montagne, occupée à regarder les nuages et un crépuscule dans cet air glacé qu'on trouve là-haut, avec un guide de haute montagne, et en train de se dire j'ai accompli tout ça, c'est